Mystère, mystère. Ce soir, le retour d'Afrique, un film radiophonique de Pierre Billard, avec Evelyne Selena, Pierre Michael, Daniel Collat et André Valmy. Bernard? Oui? Tu as bientôt fini ta toilette? Oui? Je peux verser le café? Oui, quand tu veux. J'ai plus qu'à mettre ma cravate. Tu viens m'embrasser? Oh, j'aime bien quand t'es frais rasé. Tu es tout doux. C'est bon. Une vraie peau de bébé, mon chéri. Oh, bon, rassure-toi. Rassure-toi, j'aime aussi quand tu piques. C'est autre chose, mais c'est bon aussi. Puisque c'est toujours toi. Tu m'aimes, Bernard? Si je te disais non, hein, tu me croirais pas? Mais ça fait rien, réponds-moi quand même. Tu m'aimes? Idiote chérie. Tu le sais bien. Mais alors dis-le. Je t'aime. Voilà. T'es contente? Et passe-moi le sucre, s'il te plaît. Bernard. Oui? Tu trouves pas que c'est formidable de s'aimer comme ça, après 20 ans de mariage? Bon, je trouve que c'est plutôt normal, non? Quand on se marie, en principe, c'est parce qu'on s'aime, non? Et si on reste marié au bout de 20 ans, c'est qu'on s'aime toujours. Oh, t'es merveilleux. Tout est toujours simple avec toi. Dis-moi, Bernard, si tu m'aimais plus, tu me le dirais tout de suite? Dis-moi, Claire, t'as pas bientôt fini de me poser des questions stupides? Oh, ça, c'est sûrement le courrier. J'y vais, hein. Pete Marion. Bernard, baisse la radio, tu vas réveiller Catherine. Ah, Enfin, tu oublies que c'est mercredi aujourd'hui, il n'y a pas d'école. J'en profite pour la laisser dormir un peu. À son âge, on n'a jamais assez de sommeil. et Jean-Michel, qu'est-ce qu'il fabrique? Il n'est pas encore levé? Oh, il n'a pas dû se réveiller. Je le trouve très fatigué depuis quelque temps. Pauvre chou. Il s'en donne du mal pour son examen. S'il n'est pas reçu, ce sera vraiment injuste. Bon, tu sais, la justice, ce serait trop beau si on pouvait y compter. Tiens, donne-moi le courrier, tu veux? J'ai juste le temps d'y jeter un coup d'œil avant de partir. Oh, il n'y a rien d'intéressant. C'est de la publicité, encore de la publicité. Tu peux le relever du téléphone. Et puis la lettre, qu'est-ce que c'est? La lettre? Ah oui, la lettre. Ah, la lettre, c'est une lettre pour moi. Je sais pas ce que c'est, je l'ai même pas décachetée. Ma pauvre chérie, te fatigue pas à mentir. T'es vraiment pas doué pour ça. Mais Bernard, je t'assure Voyons, Claire, voyons. Tu vois pas bien que tu sais pas qui t'a écrit. Je suis bien certain que t'as reconnu l'écriture sur l'enveloppe. Tu peux l'ouvrir devant moi, va. Moi aussi, je crois savoir d'où elle vient.
Tu as raison, Bernard. Pardonne-moi, j'ai été ridicule. C'est plus fort que moi. J'ai un peu honte, tu comprends? Pauvre chérie. T'as pas de honte à avoir. C'est bien lui qui t'écrit, n'est-ce pas? Oui. Comment va-t-il? Il sera libéré à la fin du mois. Ah. Il te dit ce qu'il compte faire? Non. Il dit qu'il sait pas où aller. Bah, évidemment. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi? Ben oui, toi, enfin, nous. Je sais pas. J'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu penses, toi? Écoute, Claire, enfin, quoi qu'il ait pu faire il y a 12 ans, Roger est ton frère, je ne l'oublie pas. Tu es même la seule famille qui lui reste. Enfin, je veux dire, nous sommes sa seule famille. Alors, il faut bien que dans les coups durs, la famille serve à quelque chose, tu crois pas? Oh, Bernard. Allons, ma chérie, mais calme-toi. Calme-toi, tu vas réveiller les enfants. Je t'en ai pas souvent parlé, mais figure-toi que j'y ai souvent pensé, à ton malheureux frère dans sa prison. Bien sûr, ce qu'il a fait est horrible. Mais moi, je le juge pas, je le plains. Pauvre Roger. Il avait quel âge au moment de l'affaire? 20 ans? 22. 22, oui. À 22 ans, on est encore un enfant. Un gosse trop gâté, voilà ce qu'il était. Il y a des circonstances où ça peut faire n'importe quelle bêtise, un gosse de 22 ans. Je crois qu'il a assez payé maintenant. Il parle de libération conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas au juste, je suppose qu'il devra encore rendre des comptes à la justice. En somme, il n'aura fait que la moitié de la peine. Un peu plus, tout de même. Oui, un peu plus. À la fin du mois, ça fera juste 12 ans. Oui. Je t'en avais pas parlé, mais il y avait longtemps qu'il l'espérait. C'était une obsession. Il m'en parlait à chacune de mes visites. Mais moi, à force, j'y croyais plus. Et puis voilà, c'est arrivé. On dirait que ça te fait peur. Un peu, oui, je crois. Malgré moi, j'ai peur. Oui, je comprends. Lui aussi, dans sa prison, il doit avoir peur. Ça doit être terrible, après 12 ans, de retrouver brusquement la vie au grand jour, le monde qui s'est très bien arrangé sans vous, et qui n'a aucune raison de vous accueillir à bras ouverts. Vois-tu, ce qui doit être le plus dur à supporter, c'est l'idée qu'on n'a plus sa place nulle part. Pour Roger, qu'est-ce qu'on peut faire, Bernard? La première chose à faire, en attendant de lui trouver du travail et un logement convenable, c'est de lui dire de venir vivre ici pendant quelque temps. Ici? Oui. En famille, avec nous? Mais c'est impossible. Si, c'est très possible, en se serrant un peu, voilà tout. Jean-Michel n'aura qu'à donner sa chambre. Il peut très bien coucher sur le divan de la salle à manger, pour quelques semaines. Il ne mourra pas. Oh non! Même pour quelques semaines, même pour un jour, ce serait de la folie. Enfin, voyons, Bernard, tu te rends pas compte? Mais si, je me rends compte. Je te prie de croire que la perspective de me retrouver tous les soirs en face de lui, ça m'enchante pas du tout. Il y aura de la gêne de part et d'autre, c'est certain. Et même plus que de la gêne, mais enfin, tant pis. On pourrait peut-être lui prendre une chambre. Dans un bon hôtel, pas trop loin. Il s'y sentirait plus à l'aise qu'ici. Non, ce serait pas la même chose. Non, écoute-moi, Claire. Je sais d'avance que la présence de ton frère à la maison troublera forcément notre existence, malgré tous les efforts que nous pourrons faire, les uns et les autres, et toutes les comédies que nous pourrons nous jouer pour l'éviter. Et je comprends, ma chérie, ton souci de préserver la tranquillité de notre vie de famille. Mais je t'en prie, essaie de te mettre un instant à sa place. Toi, t'as un foyer, un mari, des enfants, mais lui, hein? À part les mauvais souvenirs, qu'est-ce qui lui reste? Une sœur, toi. Sa seule famille, maintenant, c'est la tienne. À quoi d'autre veux-tu qu'il se raccroche quand il sortira tout nu de sa prison? Et les enfants? Ah, ça... Comment leur expliquer? Il n'est pas question de leur dire la vérité, naturellement. Ah, honnêtement, je sais pas. Jean-Michel est en âge de comprendre si on lui explique les choses avec ménagement. Mais Catherine? C'est même pas qu'elle a un oncle. Jean-Michel non plus, d'ailleurs. Je suis sûre qu'il a complètement oublié le Roger qui le faisait sauter sur ses genoux. Rappelle-toi, il n'avait pas encore 6 ans au moment de l'affaire. Il n'en a jamais rien su. Tu estimes vraiment que c'est indispensable de le mettre au courant? Un jour ou l'autre, il faudra bien. Oh.
Bon, enfin, en attendant, le plus pressé, c'est de répondre à ton frère. Tu veux que j'écrive moi-même? Mais Bah, ça va peut-être mieux, non? Il faut qu'il sache qu'il sera reçu ici sans arrière-pensée. sans arrière-pensée. Tu crois que c'est possible? Sûrement pas. Mais il faut faire comme si c'était possible. De toute manière, on n'a pas le choix, non? Roger. Claire. Oh, Roger, si tu savais. Mais oui, je sais, ma grande. Je t'en prie, ne faut pas pleurer. Alors, c'est fini de pleurer maintenant. Oh, j'ai mal. C'est la joie. Trop de joie d'un seul coup. Ça fait mal. Non, si tu sais, ça m'a fait un choc. J'étais prévenu, je savais que tu viendrais. Pourtant, je te jure, quand je t'ai aperçu là-bas sur le trottoir d'en face, tu peux pas imaginer ça. Ça m'a fait l'effet d'une surprise. Il y a longtemps que tu attendais? Oh, depuis le début de l'après-midi. Personne n'a pu m'indiquer l'heure de ta sortie. J'avais si peur de te manquer. Alors j'ai attendu. Plus le temps passait, plus j'avais peur sans savoir pourquoi. Oh, je m'imaginais des tas de choses idiotes. Qu'ils avaient pu changer d'avis au dernier moment, par exemple. Non, figure-toi qu'ils m'ont fait poireauter 2 heures au greffe avant de signer la levée des cours. Avec toutes leurs formalités, il y a toujours quelque chose qui accroche quelque part. Je les voyais discuter sans se presser, j'en étais malade. J'avais beau me répéter sans arrêt que ce n'était pas le moment de faire l'imbécile, j'avais une formidable envie de tout casser dans la boutique. Et pourtant, tu vois, j'ai rien cassé du tout. Je suis resté assis sur mon banc, les bras croisés, les yeux baissés, bien sage, sans montrer le moindre signe d'impatience. Comme si j'avais tout mon temps. Il faut apprendre à se dominer en prison. Mon pauvre Roger. Heureusement, tu vas bientôt oublier tout ça. Tu crois? Mais oui. Et le meilleur moyen d'oublier, c'est de ne plus en parler, plus jamais. On efface tout. Terminé. D'accord? Effacer tout, moi je veux bien, mais c'est facile à dire. On a beau ne pas en parler, il y a des souvenirs qui remontent toujours à la surface. Oh, promets-moi tout de même d'essayer. Oui, je veux bien essayer, mais je ne te promets rien. Et puis quoi, j'ai tout de même des choses à dire une bonne fois pour toutes. Si je te jure que je suis innocent, tu me crois, toi, au moins? Mais oui, je te crois. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Maintenant, n'en parle plus, n'y pense plus. À ruminer toujours la même chose, tu ne réussiras qu'à te rendre encore plus malheureux. Et ton mari? Qu'est-ce qu'il en dit, ton mari? Bernard? Oh, il a été très bien, tu sais. Il a toujours eu beaucoup d'affection pour toi. Tu verras qu'il te considère vraiment comme un frère. Oh, de son côté, tu peux être tranquille. Il ne te parlera jamais du passé. Autrement dit, il me croit coupable, lui aussi? Mais non, au contraire, il n'a jamais douté de ton innocence. Mais la bonne blague, alors pourquoi ne veut-il pas parler du passé? Moi, ça ne me gêne pas. J'ai pas peur qu'on en parle, j'ai rien à cacher. J'ai été accusé de meurtre, j'ai été condamné à 20 ans de réclusion et j'en ai fait 12. Tout ça, c'est vrai. Mais je peux marcher la tête haute. Je n'ai pas honte. Il n'y a pas de honte à être victime d'une erreur judiciaire. Si quelqu'un doit avoir honte, ce n'est pas moi. Roger, je t'en prie, calme-toi. Je suis très calme. Mais pas si fort, tu vas nous faire remarquer. Tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas envie de faire du scandale sur la voie publique. Dans mon cas, je sais ce que ça coûte. Et même un seul jour de tôle, tu vois, aujourd'hui, je ne le supporterai pas. Seulement, imagine-toi qu'il y a 12 ans que je la boucle, alors de me sentir dehors, brusquement, je sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas pu m'empêcher de gueuler un bon coup, ça m'a soulagé. Faudra plus t'énerver maintenant, Roger. Tu sais bien que ça sert à rien. Enfin, dans quelques jours, ça ira mieux, tu verras. Tu verras comme nous allons te rendre heureux à la maison. Vous êtes tous bien gentils, je vous remercie beaucoup, mais je voudrais déranger personne, surtout pas. Oh, t'es bête.
Si tu savais avec quelle impatience les enfants attendent ton arrivée. Ils se promettent déjà de faire des tas de promenades avec toi. Oui, c'est vrai. J'avais oublié tes enfants. Tu connais déjà Jean-Michel? Oui, je me souviens d'un petit bonhomme tout blond avec des yeux bleus, non? Non. Non, pas avec des yeux bleus. Ah. Mais pour les cheveux, je ne me trompe pas, hein, il avait des cheveux blonds. Si tu veux. Mais pas exactement. Châtain clair, plutôt. Aujourd'hui, il est châtain foncé, presque brun. Ah bah tu vois, j'étais prêt à jurer qu'il était blond avec des yeux bleus. Quand il m'arrivait de penser à lui, c'est comme ça que je le voyais. C'est vraiment dingue, le cinéma qu'on peut se faire quand on ne voit jamais rien ni personne. Non, tu le reconnaîtras pas. C'est presque un homme au présent. Nous sommes très contents de lui. Il fait sa première année de médecine. Ah bon, bah je vois qu'il y aura tout de même un médecin dans la famille, puisque moi j'ai jamais été capable d'aller jusqu'au bout. Roger. Non, je dis ça sans amertume. S'il y a quelque chose que je ne regrette pas, c'est bien d'avoir arrêté mes études de médecine. Au fond, je n'avais pas la vocation. Jean-Michel, lui, je crois qu'il l'a. Tu en es un peu fier de celui-là, on dirait. Hein? Ne t'en défends pas, c'est normal. Oh, je fais pas de différence. J'aime mes deux enfants autant l'un que l'autre. Catherine est une bonne petite fille, très mignonne, très affectueuse. Elle a toujours des attentions charmantes. Par exemple, ce soir, elle m'a demandé la permission de faire elle-même un gâteau pour fêter ton arrivée. Ah, elle sait que je vais venir? Mais oui, je t'ai dit. Je t'ai dit que tout le monde t'attendait. Et ils savent tout. Ah, tant mieux. Ça, vous avez bien fait de les mettre au courant. Non, Roger. Pas tout. On ne leur a pas tout dit. Ah oui. Oui, ça m'aurait étonné. Oh, c'était pourtant plus simple, non? Voyons, Roger, faut être raisonnable. Comment voulais-tu expliquer à des enfants? Mais expliquer quoi? Eh ben, tout. Tout ce qui t'est arrivé. Oui, ça je comprends. Ce n'est pas racontable. Alors, qu'est-ce que vous avez inventé à la place? Je peux le savoir? Ah bah, ça m'intéresse. Si je dois jouer la comédie, il faudrait peut-être que je connaisse mon rôle. Mais il n'est pas question de jouer la comédie. Bernard et moi, nous avons beaucoup réfléchi à la question et nous avons finalement décidé d'annoncer aux enfants que leur oncle Roger allait passer quelque temps à la maison. C'est d'ailleurs la stricte vérité. Mais ça ne leur a pas paru bizarre, un oncle qui leur tombe du ciel? Bon, un oncle qui vient de passer 10 ans en plein centre de l'Afrique sans jamais donner de ses nouvelles et qui écrit un beau jour pour prévenir de son arrivée. Voilà tout ce que nous leur avons dit. Et quand ils me demanderont de leur raconter ma vie là-bas, en Afrique, qu'est-ce que je pourrais trouver à leur dire? Tu seras pas obligé de répondre. Tu sais, oncle Roger, si je t'ennuie avec mes questions, t'es pas obligé de me répondre. Alors, je comprends très bien qu'après tout ce que t'as vécu là-bas, les campagnes d'Afrique, tu finisses par en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol, Jean-Michel, tu ne peux pas mieux dire. Mais ce n'est pas toi qui m'ennuie, au contraire. J'aime bien faire la conversation avec toi. Ouais, tu vois, quand j'aurai terminé ma médecine, je voudrais aussi aller en Afrique. Comme toi. T'as pas l'air d'accord. Tu crois que c'est une idée idiote? Non, pas forcément. Mais... il faut faire attention, mon petit. Il y a Afrique et Afrique. Oui, je sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la brousse ou la forêt vierge. Tu vois? Oui. Méfie-toi. Faut pas trop rêver. L'aventure, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Non, tu n'y es pas du tout. Moi, si j'ai envie d'aller en brousse, ce n'est pas pour y faire du tourisme, mais pour y faire de la médecine. Et toi, oncle Roger, qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Le goût de l'aventure? Oh, je peux pas te dire. Un coup de tête, probablement.
Il y a des choses qu'on fait comme ça sans savoir pourquoi. Et puis après, quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé, il est trop tard pour revenir en arrière. Oh, quand même. Si tu ne te plaisais pas là-bas, tu n'avais qu'à rentrer plus tôt. Il y a des circonstances dans la vie où on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu apprendras ça plus tard. Qu'est-ce qui t'empêchait? Rien. Je ne voulais pas, c'est tout. Une manière de couper les ponts, c'est ça. Exactement. Moi aussi, un jour, j'aimerais bien couper les ponts pour 1 an ou 2. Ça doit donner une impression de liberté formidable. Non, quand je parle de couper les ponts, ça ne veut pas dire que je les couperai complètement. Je donnerai de temps en temps de mes nouvelles. Toi, tu n'en donnais jamais à personne? À personne. Même pas à grand-mère? Même pas. Et quand elle est morte, on ne t'a pas prévenu? Bah, non, comment voulais-tu? Tu l'as su comment? Plus tard, beaucoup plus tard. Elle parlait jamais de toi, grand-mère. Comme si t'existais pas. Avoue aussi que c'était vache de la laisser comme ça sans nouvelles. Oui. C'était vache. Oui. Dans quel coin de l'Afrique t'étais? Un peu partout. J'ai beaucoup voyagé. Dans quoi tu travaillais au juste? J'ai fait un peu tous les métiers. C'est drôle. Hein. Pour quelqu'un qui a fait l'Afrique, tu n'as pas du tout le teint bronzé. Ça t'étonne? Un peu. Hein. Mais je vais t'expliquer, Jean-Michel. Les derniers temps, j'ai été très malade. Incapable de mettre un pied dehors. Qu'est-ce que t'avais? Du paludisme? Oui, quelque chose comme ça. Et maintenant, tu te sens tout à fait bien? Non, pas encore, mais ça va beaucoup mieux. Tu vas retourner là-bas? Non, je n'y retournerai pas. Plus jamais. À aucun prix. Oui. Tu dis ça maintenant parce que tu viens de débarquer, mais je te donne rendez-vous dans 6 mois, tu verras. Je suis prêt à parier tout ce que tu veux que ça te démangera d'y retourner. Ça m'étonnerait. Oh, tu seras bien le premier, alors. Ils sont tous pareils, ceux qui reviennent d'Afrique. Ils peuvent plus s'en passer. Ah, c'est bien connu, tout le monde te le dira. L'Afrique, c'est comme une drogue. Une fois qu'on y a goûté... Non, mais moi, c'est autre chose. Tu ne peux pas comprendre. Ah, je ne te crois pas. Pourquoi tu te racontes des histoires? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi as-tu laissé toutes tes affaires là-bas si tu n'as pas l'intention d'y retourner? À vous? Oh, Tu sais que tu commences à me fatiguer? Non, mais c'est pas bientôt fini, cet interrogatoire. Oh. Non, je t'aime bien, Jean-Michel, mais il faut pas en abuser. Ne te fâche pas. Je ne te savais pas sensible à ce point-là sur ce chapitre. Moi aussi, je t'aime bien. C'est qu'il y a longtemps qu'on se connaît tous les deux, n'est-ce pas, mon bonhomme? Tu te souviens des bonnes parties de cache-cache que nous faisions ensemble dans le jardin de Viroflay? Ah, tu étais un sacré petit diable dans ce temps-là. Un jour, tu avais grimpé tout en haut du grand cerisier et tu ne savais plus comment t'y prendre pour redescendre. Tu braillais comme un perdu, ta pauvre mère était affolée. Finalement, il a fallu aller chercher une échelle chez les voisins. Je m'en souviens pas du tout. C'est si loin, ce temps-là. Tu ne te souviens pas du tonton Gégé, comme tu disais, qui te permettait de jouer avec son briquet? Puisque tu me le dis, je te crois. Mais j'ai beau chercher dans le fond de ma mémoire... Non, vraiment, je m'en souviens pas. Roger, réfléchis. Mais je ne fais que ça, réfléchir. Tu me fais beaucoup de peine. Je suis désolé, Claire. S'il y a quelqu'un au monde à qui je ne veux pas faire de peine, c'est bien toi. Dans les pires moments, tu as toujours été à mon côté. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Eh bien, justement, écoute-moi. Mais je sais tout ce que tu vas me dire, ça ne changera rien. Oh. J'ai entendu la porte, ça doit être Bernard. Je t'en prie, ne parle pas de ça devant lui.
Mais si, au contraire, il faut que nous ayons une explication. Mais pas tout de suite. Mais pourquoi pas tout de suite? Il n'y a pas de raison d'attendre. Bonsoir. Les enfants sont pas rentrés? Catherine est à sa leçon de piano. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Eh ben, dites donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête tous les deux? Roger veut s'en aller. Ben, c'est vrai, Roger, vous voulez nous quitter? Oui, Bernard, c'est vrai. Non, ne croyez surtout pas que j'ai quelque chose contre vous. Vous êtes un type très bien. Claire est une fille très bien. Jean-Michel et Catherine sont très bien aussi. Vous faites tous tout ce que vous pouvez pour me rendre la vie heureuse. Alors, dites-moi ce qu'il y a. Mais il y a que j'en ai assez de jouer la comédie. Je n'ai pas le courage. Je manque trop d'imagination. Quand je suis obligé de raconter ma vie en Afrique à la petite Catherine qui boit mes paroles, je vous jure, je n'en suis pas fier. Je ne connais rien de plus dégoûtant que de tromper la confiance d'un enfant. Mais là, c'est pas ta faute. Mais qu'est-ce que ça change? De toute manière, un jour ou l'autre, Jean-Michel, qui est très intelligent, va forcément s'apercevoir que je parle de choses que je ne connais pas. Il réalisera tout à coup que, depuis mon arrivée, je ne cesse pratiquement pas de débiter des mensonges. Non, mais vous voyez d'ici sa déception. À ce moment-là, il sera temps de lui expliquer. Et lui expliquer quoi? Que vous avez reculé devant la vérité parce que la vérité n'était pas bonne à dire? Je me trompe, peut-être? Non. Non, c'est bien ça. Alors, à partir de là, vous imaginez bien qu'il va chercher à la connaître, cette vérité inavouable. Il finira bien par y arriver. Dans ce cas-là, il n'aura pas grand-peine à se donner. Je suis décidé à ne rien lui cacher. C'était d'ailleurs ma première intention. Et pardonnez-moi d'insister, Bernard, mais est-ce que je peux vous demander comment vous comptez lui présenter les choses? À la demande de Claire, il y a un sujet que nous n'avons jamais abordé depuis que je suis ici, mais il faut tout de même crever l'abcès. Vous n'en parlez jamais, mais vous y pensez toujours. Et moi aussi, j'y pense toujours. Et je sais que vous y pensez. Bernard, excusez-moi de vous poser brutalement la question. Pour vous, est-ce que je suis un criminel ou une victime? C'est l'un ou c'est l'autre, il n'y a pas de milieu. Je vous supplie de me répondre franchement, sans faux fuyant. Vous hésitez. Vous me croyez capable d'avoir tué Courtin? Roger, tu m'avais promis de ne plus jamais parler de tout ça. Laisse parler ton mari. C'est sa réponse à lui que j'attends. Alors, Bernard. En toute conscience, je dois dire que je sais pas. Bernard. Mais c'est la vérité, je sais pas. Plutôt, je sais plus. Tout au début, quand j'ai appris le drame, j'ai d'abord refusé de vous croire coupable. Mais puisqu'il n'y a jamais eu de preuves. Je sais, Roger, mais enfin, tout de même. Tant de coïncidences accablantes. Hein. Et de plus en plus nombreuses, à mesure qu'avançait l'enquête. Avouez que c'était difficile de persister à vous croire innocent. Tenez, je suis sûr qu'au moment du procès, votre avocat lui-même avait la conviction que vous étiez coupable. Oui, je sais. Ça se voyait sur son visage. C'est à cause de lui que j'étais condamné. Ah, ça. Pour un grand avocat, c'était un grand avocat. Un vrai maître. Il était tellement sûr de lui qu'il n'a jamais voulu m'écouter. Pourquoi faire? Il connaissait le dossier mieux que moi. Quand je lui jurais que j'étais innocent, il approuvait en hochant la tête, tout en m'enveloppant d'un regard sceptique. Et il me disait, c'est très bien, n'avouez surtout pas à personne, n'avouez jamais. C'est la preuve qu'il me croyait coupable. Je le vois encore lorsqu'il est venu me voir à la veille de l'ouverture du procès. Il avait un petit œil rigolard, il m'a dit en me serrant la main, faites-moi confiance, nous aurons un beau succès. Et c'était vrai. Lui, il l'a eu, son succès. Un vrai triomphe. Faut dire qu'il avait tout fait pour le mériter, mais moi, j'ai écopé du maximum. On ne peut pas dire le contraire, c'était un grand artiste. Aux assises, dès qu'il ouvrait la bouche, tout le monde était sous le charme, et moi le premier. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. À le voir se battre avec acharnement pied à pied, on voyait bien qu'il possédait à fond toutes les ruses de la procédure. Il ne cessait de marquer des points.
contre les experts, contre le ministère public, contre la partie civile, contre tout le monde. Et c'est comme ça qu'à force de marquer des points, il m'a fait perdre la partie. Pas une seule fois, il n'a trouvé les mots qu'il fallait dire. Pas une seule fois. Il n'a eu un accent de sincérité capable d'ébranler les jurés. Ni l'un ni l'autre, vous n'étiez au procès. Vous ne pouvez pas savoir. 3 jours. Ça a duré 3 jours, la comédie. Et le dernier acte, une apothéose. Quand j'ai entendu mon avocat fonder toute sa plaidoirie sur une magistrale leçon de psychologie, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à espérer. Toute sa démonstration tendait à me trouver des excuses pour un crime que je n'avais pas commis. Et c'était mon propre avocat qui m'enterrait vivant. Depuis le premier jour de l'instruction et pendant le procès, je n'avais pas cessé de crier mon innocence, mais à la fin de la dernière audience, juste avant que le jury ne sortît pour délibérer, lorsque le président m'a donné une dernière fois la parole, j'étais tellement seul, tellement désespéré, je n'ai pas trouvé le courage de dire un mot. Je me suis levé, j'ai baissé la tête et je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Après l'appel à l'indulgence lancé par mon avocat, tout le monde a pris mon silence pour une sorte d'aveu. Tout ce que je pouvais faire se retournait contre moi. Même mes protestations d'innocence ont été interprétées comme des tentatives de tromper le tribunal. Les jurés se sont montrés d'autant moins tendres avec moi qu'ils avaient failli à un moment s'y laisser prendre. Après la lecture du verdict, je n'ai pas pu m'empêcher de hurler au scandale. Mais on m'a aussitôt fait taire. Et cette dernière intervention de ma part a été en général jugée du plus mauvais goût. Non. Personne ne peut imaginer ce que j'ai enduré ce jour-là. Mon pauvre Rocher, tu vois, tu te fais du mal rien que d'en parler. Mais bon Dieu, pourquoi est-ce que personne ne veut me croire? Est-ce que c'est ma faute si les apparences sont contre moi? Mais toute cette histoire est vieille de 12 ans, Roger. Croyez bien que, personnellement, j'aurais préféré passer définitivement l'éponge. J'aurais jamais pris l'initiative de vous en parler, mais puisque c'est vous qui l'avez voulu, soit, allons jusqu'au bout. Vous dites que les apparences sont contre vous. Moi, je veux bien. Je veux bien, mais qu'est-ce qui prouve que ce sont des apparences? Il y a tout de même un certain nombre de faits, enfin des faits indiscutables, qui sont contre vous. J'étais en stage en Angleterre à cette époque, mais j'ai tout de même suivi l'affaire d'assez près. Bon, je vais vous dire ce que je sais, puis vous me direz si je me trompe. Bernard, mon chéri, est-ce que tu crois vraiment nécessaire de remuer toute cette boue? Puisque Roger le veut, tant pis si ça sent mauvais, finissons-en une fois pour toutes. Eh ben, vous le ferez sans moi. En fait, vous ne voyez pas, je suis au bord de la crise de nerfs. Non, Claire, Reste, je t'en prie, je tiens à ce que tu sois présente. Tu ne peux pas me refuser. reste, ma chérie. Moi aussi, je te le demande. Vous parliez de faits tout à l'heure, Bernard. Je vous écoute. Regardons-les en face. C'est tout ce que je demande. Bon. D'abord, il y a eu la mort de Courtin. Le crâne fracturé avec un chenet de bronze qu'on a retrouvé à plusieurs mètres du corps. De toute évidence, quelqu'un l'a tué, n'est-ce pas? S'il avait voulu se suicider, il s'y serait pas pris de cette manière. Personne, d'ailleurs, n'y a songé un seul instant. Jusqu'à là, je suis d'accord. Les soupçons se sont presque aussitôt portés sur vous, pour plusieurs raisons. La première et la plus forte, c'est qu'à l'heure où un client découvrait le corps de Courtin dans l'arrière-boutique de son magasin d'antiquités, vous étiez, vous, en train de vendre à un orfèvre de la rue des Dames, bien connu comme receleur par les services de la police, un ciboire d'or massif que vous aviez volé chez Courtin. Vous êtes toujours d'accord? Oui, c'est vrai. J'ai volé.
Je l'ai d'ailleurs avoué tout de suite. Mais je n'ai pas tué Courtin. Vous croyez bien que... Enfin, ça me dégoûte de faire le métier d'accusateur, mais c'est vous qui m'y obligez, alors. Je ne dis pas que vous avez tué Courtin. Je dis seulement qu'à la lumière des faits, n'importe quelle personne sensée admettra difficilement une autre explication. Or, à quoi bon rappeler toutes ces choses que vous connaissez d'ailleurs mieux que moi? Écoutez, Bernard, je connais le dossier par cœur. C'est à 6h30 qu'un client découvre le corps de Courtin. Les experts, comme d'habitude, ne sont pas d'accord sur l'heure de la mort, mais elle se situe de toute manière entre 3h30 et 5h30. Moi, je suis allé chez Courtin beaucoup plus tôt. Non, pas beaucoup plus tôt, non. Vous savez qu'un témoin a déclaré formellement qu'il vous a vu dans la boutique de l'antiquaire vers 3h. À 3h, oui, mais je suis parti tout de suite. Le téléphone est sonné, il est allé répondre dans le fond du magasin. C'est à ce moment-là que j'en ai profité pour prendre le ciboire. Je suis parti sans demander mon reste. Mais qu'est-ce que vous faites du témoignage du docteur Jodry? Je prétends avoir reconnu votre voiture en stationnement à 20 mètres de chez Courtin ce jour-là. Et vers 5h, justement. J'ai toujours dit qu'il a dû se tromper. Il a d'ailleurs fini par en convenir. Je vous en prie, assez. C'est affreux, ce déballage. C'est pas ma faute. Le docteur Jodry s'est trompé pour la bonne raison que je n'ai pas sorti ma voiture ce jour-là. Il n'y avait presque plus d'essence dans le réservoir. J'avais pas d'argent pour faire le plein. J'avais déjà tapé ma sœur la veille, je ne pouvais pas recommencer. Mais c'est vrai, Claire. Tu te rappelles que je t'avais demandé de l'argent? Oui. Oui, je me rappelle très bien. Malheureusement, je n'avais presque pas de liquide avec moi. Bernard était en Angleterre et moi... J'étais venue à Viroflay chez maman, un peu comme en vacances, pour que Jean-Michel profite du jardin. Oui, je sais très bien ce qui a indisposé tout le monde contre moi. On savait que j'étais toujours à court d'argent. J'avais emprunté à tous les amis de la famille, y compris à Courtin d'ailleurs. Quand ils réclamaient un peu trop fort, c'est ma mère qui remboursait. Maman a toujours été beaucoup trop faible avec toi. Non, il ne faut rien exagérer. C'est vrai que j'avais des dettes un peu de tous les côtés, que je ne pouvais pas les rembourser, mais je n'étais pas un voleur, je te le jure. C'était la première fois, Claire. Enfin, mais pourquoi justement aller voler ce ciboire? Ça, je le regretterai toute ma vie. Quand je suis allé rendre visite à Courtin cet après-midi-là, j'avais pas du tout l'intention de lui voler quelque chose. Je voulais seulement lui emprunter de l'argent. Je l'ai expliqué au juge, mais il n'a pas voulu me croire. J'avais été obligé de prendre quelques jours plus tôt une assez grosse somme dans le secrétaire de ma mère. Je voulais la remettre avant qu'elle s'en aperçoive. Courtin m'avait déjà dépanné dans des cas semblables, mais cette fois, il n'a rien voulu savoir. Alors j'ai profité d'un moment où il me tournait le dos pour prendre le ciboire. Il y avait un tel bric-à-brac dans son magasin, je pensais qu'il ne s'en apercevrait pas tout de suite. Il t'avait vu. Il y avait des miroirs partout. Alors comment voulez-vous empêcher quelqu'un de penser que vous avez tué Courtin parce qu'il vous avait surpris en train de le voler? Enfin, mais ça n'est pas une raison. Ah, si. Pour le faire taire. Il voulait porter plainte. Mais enfin, Bernard, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Enfin, voyons. Si j'étais coupable, croyez-vous que j'aurais envie de revenir là-dessus 12 ans après? Quelle preuve voulez-vous que je donne? Il n'y a pas besoin de preuves. Rassurez-vous, Roger. Plus je vous regarde et moins je peux voir en vous un assassin. Claire, il faut que je te parle. Tout de suite? C'est que tu vois, j'allais sortir. Ça ne peut pas attendre midi? Non. J'ai attendu que nous soyons seuls tous les deux, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Claire,
Je n'ai pas dormi de la nuit. T'as pas besoin de le dire, ça se voit. Tu as très mauvaise mine ce matin. Claire, j'ai repensé toute la nuit à certaines choses que nous avons dites hier. Et à force d'y penser, je croyais que j'allais devenir fou. Mon pauvre Roger. Mais n'y pense plus, va maintenant. Puisque Bernard t'a dit qu'il te croyait. Laisse Bernard où il est, je t'en prie. Claire, si au moment du procès tu avais pu apporter un témoignage en faveur de mon innocence, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Quelle question? Mais personne m'a demandé de témoigner. J'étais d'ailleurs en clinique très malade, si tu t'en souviens. J'attendais la naissance de Catherine et les choses se passaient si mal que j'ai dû rester des mois allongée dans l'obscurité. Le jour de la mort de Courtin, tu n'étais pas encore malade. Claire, je pense à des choses abominables. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Quand j'ai quitté la boutique de Courtin vers 3 heures avec le ciboire sous mon imperméable, il était bien vivant. Mais oui, Roger, on te croit. Si tu étais venu lui rendre visite après moi, tu l'aurais dit, n'est-ce pas? Et pourquoi me demandes-tu ça? Claire, comment pouvais-tu savoir qu'il m'avait vu dans un miroir et qu'il avait l'intention de porter plainte, sinon parce qu'il te l'a dit? Non, je savais rien du tout. Tu nous l'as dit hier, mais sur le moment, je n'ai pas fait attention. Oh. Il m'a téléphoné. Comment? Il t'a téléphoné après mon départ et tu n'en as parlé à personne. Enfin, ça n'est pas possible. Tu n'as pas pu me laisser condamner sans rien dire. Enfin, Claire, ma grande, je devine qu'il y a là-dessous quelque chose d'horrible et je veux savoir toute la vérité. Roger. Oh, je suis trop malheureuse. Toujours mentir. Oh non. Oh, pardonne-moi, Roger, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai été lâche. Mais je pouvais pas, tu comprends? Je pouvais pas dire la vérité. À cause de Bernard, à cause de Jean-Michel, à cause de maman, je pouvais pas. C'est moi qui l'ai tué, Roger. T'es un monstre. Claire, ce n'est pas possible. Pas toi. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Si. Il faut que tu saches, Roger, il faut que tu saches tout. Avant mon mariage, Paul Courtin a été mon amant. Et nous nous sommes si bien cachés que personne ne s'est douté de rien. Naturellement, j'ai rompu avec lui dès que j'ai connu Bernard. Bernard, c'était un homme merveilleux. Et je donnerais ma vie pour qu'il ne soit pas malheureux. Mais Courtin ne voulait pas lâcher prise. J'ai eu la bêtise de lui envoyer des lettres ridicules, comme peut en écrire une gamine. Alors, il menaçait de les envoyer à mon mari si je refusais de venir le voir. Tu as cédé? Oui. Oh, Roger. J'avais tellement peur que Bernard apprenne. Mais enfin, mais il aurait compris, lui. Mais j'aurais tout sali, tout gâché. Oh, jusqu'au bout, j'ai été lâche. Je te demande pardon, Roger. Non, je ne peux pas croire que tu m'aies laissé condamner, toi. Au début, j'ai rien dit. Et je croyais que tu risquais rien puisque tu étais innocent. Et puis plus tard, j'ai pas eu le courage. Oh, Roger, si tu savais comme j'ai été malheureuse.
Dis-moi, la voiture qu'avait vue le docteur Joudry, c'était bien la mienne, n'est-ce pas? Oui. Je te l'avais empruntée pour aller plus vite. Courtin m'avait téléphoné pour me dire qu'il t'avait surpris à voler un objet de valeur dans son magasin et il me demandait de passer le voir le plus tôt possible. J'espérais pouvoir arranger les choses. Éviter au moins qu'il dépose une plainte. Jean-Michel était parti en promenade avec maman, j'étais seule à la maison. Une chance, j'ai sauté dans ta voiture. Et je me suis rendue chez Courtin. Il a fermé la porte à clé derrière moi. Et j'ai tout de suite compris qu'il voulait abuser de la situation. Cette fois, il me tenait. Il m'a proposé un marchandage horrible, ignoble. Il s'est approché de moi, je l'ai repoussé. Il a voulu me prendre dans ses bras. Je me suis défendue avec ce que j'avais sous la main, je l'ai frappé à la tête et il s'est écroulé. Salaud. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Roger, je te demande pardon de tout ce que tu as souffert. Je veux me racheter. Il faut que je paye à mon tour. Je vais écrire au procureur de la République. Je vais me livrer à la police. Tu seras réhabilité. Moi, j'irai en prison à ta place. Dieu, c'est Bernard. Je t'en supplie, Roger. Ne lui dis rien. Ne lui dis rien, pas maintenant. Ne sois pas stupide, voyons. Sois tranquille, ma grande. Tu ne voudrais tout de même pas que j'aie fait 12 ans de prison pour rien. Nous vous avons présenté ce soir Le Retour d'Afrique, un film radiophonique de Pierre Billard, avec Evelyne Selena, Pierre Michael, Daniel Collat et André Valmy. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Annie Lebègue. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.